Donc effectivement, je pense que ça nous est tous arrivé d'avoir de multiples questions de la part de nos patients au comptoir concernant des situations du quotidien qui peuvent devenir problématiques pour la gestion de cette maladie chronique. Donc vous avez été sollicité et nous on aimerait savoir dans une première interactivité quelles sont les questions qui reviennent le plus fréquemment. Donc vous allez pouvoir maintenant jouer et répondre à cette question. Quelles sont les principales questions abordées à l'officine par le patient au sujet de la dermatite atopique? Proposition 1, dois-je privilégier la douche ou le bain? Proposition 2, puis-je m'exposer au soleil avec des dermocorticoïdes? Proposition 3, puis-je aller à la mer ou à la piscine? Proposition 4, dois-je prévenir la maîtresse que mon enfant a de l'eczéma? Donc je vous laisse jouer, vous avez 30 secondes. Effectivement, dans vos réponses, on peut s'apercevoir que vous avez tous été confrontés à des questions diverses et variées. Et donc c'est intéressant parce que finalement, dans ce chapitre, on va pouvoir répondre un peu à toutes ces questions. Donc 40% d'entre vous ont eu régulièrement des sollicitations par rapport dermocorticoïdes, soleil. Est-ce que c'est compatible? Donc oui, il n'y a pas de contre-indication entre les dermocorticoïdes et l'exposition au soleil. On y reviendra plus tard. Ensuite, 23% d'entre vous ont répondu mer ou piscine. Est-ce que je peux continuer à aller me baigner à la mer ou à la piscine? Donc oui, ce n'est pas interdit. Il y aura juste quelques précautions à prendre, on les verra par la suite. Douche ou bain? C'est toujours la question qui revient. Est-ce qu'on peut continuer à prendre des bains? Ce n'est pas interdit. Par contre, on n'oubliera pas ce qu'on a vu dans le module précédent, c'est-à-dire le bain et la douche, pas trop chaud, pas trop longtemps. D'accord? Et puis, prévenir la maîtresse, effectivement, c'est important parce qu'à l'école, on le verra, l'isolement des enfants par rapport à leurs petits camarades, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Et puis, pour mieux accompagner l'enfant à l'école, en milieu scolaire, c'est important que la maîtresse soit au courant. Donc, l'objectif principal de ce chapitre, ça va être vraiment de vous apporter les outils pour vous aider à répondre aux questions principales que vos patients vous posent au comptoir. D'accord? Ça va vous permettre de les aider à gérer au quotidien leur prurite, les aider à s'adapter aux changements de saison, les aider à gérer les comorbidités atopiques. On va aussi les accompagner dans la pratique sportive, mais aussi en milieu scolaire, et puis bien sûr gérer le contexte familial. Donc pour commencer, effectivement, la gestion du prurite, c'est quelque chose de primordial, parce que maintenant on le sait, le prurite, c'est quelque chose, c'est un aspect qui a des conséquences plus délétères sur la qualité de vie du patient que la douleur, par exemple. Donc, dans certains cas, par exemple, ça peut provoquer de l'insomnie, occasionner des réveils nocturnes, donc derrière une qualité de vie qui est considérablement altérée, et rapidement on rentre dans un cercle vicieux, avec ces démangeaisons qui occasionnent le prurite, le grattage, et derrière, de manière chronique, les surinfections et la lichenification des lésions. Ensuite, l'inflammation engendrée induit de nouveau des démangeaisons, et on n'en sort jamais de ce cercle vicieux. Donc comment est-ce qu'on peut rompre ce cercle? Eh bien, on peut agir sur différents aspects de ce cercle. D'abord sur l'inflammation, on l'a vu dans le module de Lyon, avec les dermocorticoïdes, c'est vraiment la pierre angulaire de la prise en charge des plaques d'eczéma. Donc un dermocorticoïde adapté, c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir axer le conseil. Et puis derrière, on pourra agir sur le grattage. C'est vrai que le réflexe de grattage, c'est quelque chose dont on a du mal à se séparer, et puis c'est difficile à endiguer. Mais par contre, vous êtes là pour proposer des trucs et astuces aux patients. Les patients sont friands de trucs et astuces, mais l'objectif, c'est de proposer des alternatives au grattage. Donc qu'est-ce qu'on peut proposer? C'est en premier lieu l'hydratation cutanée, avec l'application des émollients adaptés de manière quotidienne, bien régulière. Et aussi, on peut essayer de modifier ce signal du prurite en envoyant d'autres signaux. Donc par exemple, appliquer du froid. Ça peut être la simple poche de froid, comme on peut la trouver régulièrement, qu'on met au frigo, au congélateur, qu'on enveloppe d'un linge et qu'on applique sur la lésion. Mais on peut aussi penser au sac de petits pois, voilà, qu'on mettrait au congélateur et pareil qu'on enveloppe d'un linge et qu'on conserve uniquement pour cette utilité. On peut aussi appliquer un galet lisse, faire pression avec sur la zone prurigineuse, ce qui va aider à soulager le prurite. Et on peut passer une roulette de massage aussi, ça peut aider à gérer ce prurite. Et j'en viens ensuite sur comment détourner l'attention. C'est vrai, les mamans, elles vont vous dire que quand leur enfant a les mains occupées, qu'il joue à des jeux, qu'il fait du dessin,
qu'il est sur des jeux vidéo, il ne va pas penser à se gratter. Une fois que ça va permettre de gérer le passage, l'accès prurigineux. Donc, comment est-ce qu'on peut détourner l'attention? En manipulant un objet, par exemple, là, on a l'exemple d'un petit cube avec des interrupteurs qu'on peut tapoter, cliqueter, c'est très bien. On peut aussi avoir une balle en mousse, on peut avoir un Rubik's Cube, n'importe quoi qui occupe les mains. On peut aussi gratter un velcro plutôt que de gratter sa peau, bien sûr, si on n'a pas d'eczéma des doigts. Et puis, on conseillera aux patients de bien limer les ongles. Ça, c'est important pour éviter ce qu'on a vu tout à l'heure, les problèmes de surinfection des lésions. Voilà. Et puis, important aussi, protéger la peau. Parce que quand on a des vêtements manches longues, des caleçons qui vont jusqu'aux pieds, eh ben, ça empêche de trop se gratter. Donc le coton aussi, c'est plus adapté parce qu'il y a moins de problèmes d'irritabilité. Le tout, c'est de savoir que chacun doit trouver son truc. Voilà. Parmi tout ce que vous allez exposer, il y a forcément quelque chose que votre patient va vous dire « Ah oui, ça, effectivement, ça a marché une fois, je devrais continuer ». Et puis, il y a d'autres situations qui peuvent être problématiques. Souvent, au changement de saison, on a des difficultés en termes de transition de la saison, avec des plaques d'eczéma qui reviennent sans que le patient sache trop pourquoi. Alors par exemple, l'été, vous pouvez l'accompagner dans ce changement de saison. En général, c'est une saison qui est plutôt bénéfique. Les patients vous le diront, l'été, leurs plaques, ça va mieux, il n'y a pas trop de soucis. Mais dans certains cas, on peut avoir une aggravation des lésions liées aux températures élevées, accompagnées du soleil, qui favorisent la transpiration, le dessèchement de la peau. Donc, l'aggravation de cet eczéma, il faut pouvoir l'accompagner avec les bons conseils de photoprotection, c'est-à-dire conseiller aux patients de faire des sorties avec des horaires adaptés, éviter les heures les plus chaudes de la journée pour sortir, qui provoquent des transpirations excessives, porter des vêtements adaptés qui ne provoquent pas trop de transpiration. Et puis, on n'oubliera pas les conseils de photoprotection, que ce soit des filtres chimiques ou minéraux. Il faut que le patient se protège comme n'importe quelle personne qui va s'exposer au soleil. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, attention, les dermocorticoïdes ne sont pas contre-indiqués avec le soleil. Donc, continuer la prise en charge de l'eczéma de base, c'est-à-dire on a des plaques d'eczéma, on continue les dermocorticoïdes et derrière on peut aller au soleil sans aucun souci. Voilà, donc ça c'est vraiment le conseil à bien retenir. On n'oubliera pas non plus d'évoquer la place des émollients avec l'été. Donc ça, je vous réfère au module 3 de Lyon qui en a bien parlé, mais c'est le traitement de base. Une autre saison qui est problématique avec l'eczéma, c'est l'hiver. Avec l'hiver vient son lot de froid, il y a le vent, ici à Marseille on a le Mistral, donc tout ça apporte un dessèchement considérable de la peau, la barrière cutanée est altérée, et donc derrière on a les plaques qui reviennent en force, des lésions au niveau des mains, au niveau du visage, toutes les zones exposées finalement aux intempéries. Donc comment est-ce qu'on peut conseiller les patients? Là, ce sera plus sur adapter son émollient. Voilà. Adapter le rythme d'application de l'émollient. Là, sur les mains, on sait qu'elles sont exposées au vent, au froid. On va les laver plusieurs fois par jour, donc il faut redoubler de vigilance sur l'application des émollients, plusieurs fois par jour. Et puis, on va conseiller sur la texture. Même si en été, on était plus sur des crèmes, en hiver, on est plus sur des baumes, voilà, qui vont protéger davantage la peau. Et surtout, ce qui est important, c'est de laisser le patient faire son choix, un choix éclairé, parce qu'un émollient que le patient a choisi, c'est un émollient qu'il appliquera. D'accord ? Donc pour ça, vous pouvez constituer facilement, on le verra dans un film ultérieurement, mais vous pouvez constituer facilement à l'officine un bar à crème où vous exposez différents types d'émollients, de galéniques, de marques. Le patient teste, vous l'aidez à choisir, et c'est important qu'il reparte avec beaucoup d'échantillons, parce que derrière, il va choisir son émollient, et un émollient qu'il aura choisi, c'est forcément un émollient qui va fonctionner. Il vaut mieux que finalement, on a dit en hiver, il vaut mieux le baume, mais si le patient choisit un lait, eh ben, tant pis, le lait, il vaut mieux qu'il l'applique tous les jours plutôt que vous lui vendiez le baume et qu'il reste dans le placard. D'accord ? L'important, c'est que le patient ait choisi son émollient. Donc là, on a vu un peu les problématiques liées au quotidien de la dermatite atopique, mais souvent, pas souvent, mais ça peut arriver qu'il y ait d'autres pathologies, des comorbidités atopiques, qui puissent prendre le pas sur l'eczéma. Et puis, la prise en charge de l'eczéma passe un peu au second plan. Donc, on va voir ça avec le docteur Benoît Sterling. Donc, comme vous le savez, quand on a un eczéma atopique, on est sur un terrain qui prédispose aux autres comorbidités atopiques. Donc, cet eczéma peut s'associer à un asthme ou une rhinoconjonctivite allergique, voire des allergies alimentaires. Comme vous voyez là sur le diagramme qui est présenté, quand on a les trois comorbidités, c'est assez rare quand même.
Il faut savoir que ces patients ont donc une contrainte supplémentaire, en plus de leur eczéma atopique, à traiter sur des phénomènes qui peuvent être fréquents, des exacerbations d'asthme par exemple, et qui peuvent être graves, hein, notamment les allergies alimentaires. Donc, il faut surtout faire très attention à ces patients, les adresser aux bonnes personnes, notamment à l'allergologue, parce qu'il faut savoir les dépister, les diagnostiquer, les suivre. Et parce qu'il y a souvent des patients qui vont vous dire: je suis allergique à tout, j'ai des allergies alimentaires, il faut que j'arrête de consommer du lait, de l'œuf, du blé, ça me déclenche de l'eczéma, hein. Ça, il faut vraiment faire la part des choses entre ce que le patient va vous dire et ce que vous allez lui proposer comme conseil derrière. Donc il faut une prise en charge spécifique. Parce que derrière, ces patients vont être éduqués à éviter certains allergènes, notamment par exemple pour le plus courant, le pneumallergène qui est l'acarien. Vous allez lui dire il faut aérer votre logement, mettre des housses ou alors le désensibiliser s'il y a besoin. Et pour les aliments, ça met en route des choses au niveau notamment de l'école pour l'enfant. C'est-à-dire qu'il faut mettre en éviction un régime, derrière un projet d'accueil individualisé pour l'enfant, rédigé par le pédiatre ou l'allergologue, et derrière un enfant qui va être potentiellement exclu de l'endroit où les autres mangent, notamment à la crèche. Ils vont être sur une table à côté parce que les gens ne peuvent pas prendre en charge plein d'enfants qui vont piquer un peu partout dans les assiettes. Donc c'est très important de faire attention à ça. Et bien sûr, certains traitements que vous avez probablement déconseillés initialement pour ces patients, notamment les antihistaminiques pour le prurite, et là, ils trouvent tout leur intérêt. Et donc derrière, une éducation aussi à toutes les techniques d'inhalation de leur traitement inhalé pour l'asthme, mais aussi à la seringue d'adrénaline, etc. Ce qu'il faut impérativement retenir, c'est que l'allergie alimentaire n'est pas responsable de l'eczéma atopique, mais en revanche, un patient qui a une dermatite atopique peut faire une allergie alimentaire. Donc, nous allons passer maintenant à la seconde interactivité. Et donc, ce sera à vous de donner les propositions qui vous semblent vraies parmi les suivantes. L'eau de la piscine peut assécher la peau. Le soleil peut aggraver l'eczéma. Il faut bien se savonner après le foot. Les protèges tibia peuvent occasionner un eczéma de contact. Donc, je vous laisse répondre. Vous avez 30 secondes. Donc, on a un peu de tout. L'eczéma de contact avec les protèges tibia, c'est vrai, ça existe. On l'a vu dans le module 4 de Montpellier. Donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller à ce patient? C'est, s'il en a conscience, s'il a déjà eu cet événement, de porter des chaussettes en coton montantes pour isoler le contact de la peau avec les protèges tibia. On a aussi l'assèchement de la peau qui est provoqué par la mer ou la piscine, ça c'est vrai. Effectivement, le chlore ou le sel qui est contenu dans l'eau de mer ou de piscine provoque un assèchement de la peau, une irritation, et donc derrière, on a toutes les conséquences qui s'en suivent avec les plaques d'eczéma. Ensuite, le soleil peut aggraver l'eczéma. Donc ça, pas directement, mais on a vu que le soleil peut provoquer une transpiration excessive et un dessèchement de la peau. Donc oui, effectivement, indirectement, c'est le cas. Et puis ensuite, il faut savonner beaucoup après le foot. Donc c'est pas tout à fait vrai, effectivement. Quand on a beaucoup transpiré en faisant du sport, on se rince derrière à l'eau, mais on évite de faire plusieurs douches par jour. Et puis on utilisera naturellement, quand on fait une douche par jour, un savon adapté. Donc pour en revenir justement sur le sport, les questions qui reviennent souvent à l'officine, c'est: est-ce que je peux continuer à faire du sport? Est-ce que le sport est compatible avec l'eczéma? Donc oui, tous les sports sont possibles. La pratique du sport, au contraire, est bénéfique parce qu'elle permet la libération d'énergie, l'évacuation du stress, c'est important, et puis ça permet de penser à autre chose que la maladie. On l'a vu, dans l'eczéma, malheureusement, on est souvent face à des cas d'isolement, donc ça permet justement de s'ouvrir aux autres. Et puis pour les enfants, ça leur permet de s'autonomiser et tout simplement de prendre du plaisir. Alors ça paraît simple comme ça, mais pourtant, on a souvent des freins comme la peur du regard des autres. Si on va à la piscine, qu'on se met en maillot de bain, qu'est-ce qu'on va penser de toutes les plaques d'eczéma qu'on a sur le corps? Et puis l'appréhension. Je vais transpirer, donc ça va me gratter, ça va me picoter si je vais à la mer et que j'ai des plaques. Donc c'est pour ça qu'il faudra à ce moment-là adapter vos conseils. La pratique sportive n'est pas une contre-indication, mais il faut bien suivre son traitement, que ce soit les émollients. Alors là, on pourra choisir plutôt des crèmes, par exemple, pour éviter la macération, plutôt que des baumes,
Ou les dermocorticoïdes, bien sûr, il faut les continuer sur les plaques. Après la pratique sportive, comme après s'être baigné dans la piscine ou à la mer, on pense à se rincer. Ça, c'est important pour nettoyer le sel, l'excès de sel de la transpiration qui est collé à la peau. Et puis, on portera des vêtements transpirants. C'est sûr qu'il faut éviter le plus possible le contact prolongé des vêtements pleins de transpiration au contact de la peau. Voilà, alors il y a des brochures qui ont été réalisées par les différentes équipes d'éducation thérapeutique à l'occasion des Sports Day. Des brochures que vous pouvez télécharger sur le site Pop Training dans la tuile ressources complémentaires et qui permettent d'apporter les conseils vraiment individualisés sur chaque pratique sportive. Donc, par exemple, vous avez la natation, comment gérer la natation, comment gérer un match de foot, comment gérer la danse, mais il y a aussi le basket, l'athlétisme, etc. Donc je vous invite à télécharger ces fiches, c'est vraiment très intéressant pour les conseils à donner aux patients. Et puis, on a vu tous ces conseils qu'on peut donner par rapport à l'isolement des enfants, mais c'est aussi important de les accompagner à l'école. Oui, il faut bien évidemment que ces patients soient bien équilibrés vis-à-vis de leur eczéma, parce que sinon, le prurite induit beaucoup de choses, notamment le manque de sommeil. Vous allez avoir un enfant qui va se gratter, qui va avoir des difficultés à s'endormir au contact du linge de son lit, qui va derrière se réveiller fréquemment parce que ça gratte, il se tourne, ça frotte. Et derrière, il va avoir un sommeil qui n'est pas très réparateur. Du coup, s'ensuit derrière des troubles de l'attention, hein, une difficulté à suivre les enseignements. Et derrière, parfois, de l'endormissement dans les cas un peu plus sévères. Mais bon, ça c'est plus rare dans les eczémas sévères. Et derrière, il y a tout ce qui est problème d'image de soi et d'image qu'on projette vers les autres. Donc, un isolement de l'enfant à l'école parce qu'il a peur de ce qu'il renvoie comme image, surtout quand c'est au niveau des zones exposées, là, le visage, les mains, tout ça. Il y a toujours une crainte des autres enfants ou des parents que ça soit contagieux pour leur enfant et qu'ils aient la même chose. Donc, c'est important d'être vigilant sur ça. Il y a bien sûr pas de contre-indication à la collectivité, au contraire, hein, maintenir le lien social et l'acceptation de soi et d'en parler avec les autres, c'est important. Il n'y a bien sûr aucune contre-indication au vaccin, il faut réaliser tous les vaccins obligatoires, donc ça vous pouvez le dire et le redire, hein, c'est important. Par contre, il y a quelques petites situations particulières. Comme on l'a dit tout à l'heure avec le sport, il faut peut-être adapter les choses en proposant à l'enfant de se doucher après la séance de foot ou de volley. Et quand on a un eczéma des mains, peut-être qu'on peut aménager quand il y a une poussée sévère, de ne pas toucher au niveau de l'art plastique par exemple ou du cours de cuisine, les choses qui pourraient un peu irriter et déclencher derrière une poussée. Donc, ce qui est important, c'est de créer une alliance entre les parents, l'école, que ce soit la maîtresse ou le directeur, et l'enfant, et bien sûr le soignant, que ce soit l'infirmière d'éducation thérapeutique ou le médecin dermatologue qui va suivre le patient, qui ont déjà prodigué quelques conseils. Et ben là encore, il faut se référer aux fiches écoles qui sont destinées aux enseignants pour leur permettre de parler de la maladie. Si les parents en ont envie, bien sûr, c'est toujours la même chose. Il y a quand même le secret médical qui passe derrière. Donc, les parents, ils doivent être conscients que c'est important d'en parler à la maîtresse et de rompre ce secret médical. Donc, vous avez de disponible, donc pareil, dans la tuile outils pratiques du module 5, vous avez les fiches qui sont destinées à l'école. Alors, on a parlé du contexte scolaire, mais c'est aussi important de prendre en compte le cercle familial. Donc souvent, dans la famille, on a d'autres personnes qui sont atteintes ou qui ont été atteintes de dermatite atopique. Et là, il faut bien expliquer au patient et à sa famille que c'est une ressource et qu'il faut s'en servir. Se servir de l'expérience des parents ou des grands frères, des grandes sœurs qui ont déjà eu de l'eczéma. Ce qui a marché pour eux, pour arriver à gérer les crises d'eczéma au quotidien, peut aussi fonctionner pour le nouveau petit. Voilà. Et à contrario, on peut avoir la famille qui peut devenir un obstacle justement à l'autonomisation du patient, un obstacle face à l'isolement du patient parce qu'ils vont surprotéger l'enfant, ils vont le maintenir dans une bulle, dans un cercle, un cocon bien fermé. Donc c'est important de discuter avec vos patients pour savoir dans quelle situation on se trouve, d'encourager les patients et leurs familles lorsque la famille est une ressource, d'explorer avec eux ce qui peut aider à la prise en charge du patient.
Et puis, essayer de montrer que oui, c'est possible de faire du sport, donc ne pas empêcher l'enfant de faire du sport, d'avoir une pratique sportive. C'est important d'aller vers les autres. Une autre problématique qu'on rencontre maintenant dans les familles recomposées, ça va être justement d'optimiser, de favoriser la continuité des soins. Parce que là, on va se retrouver avec des enfants qui sont un coup chez un parent, un coup chez un autre parent. Donc là, vous pouvez proposer, par exemple, de constituer une mallette dans laquelle on aura la copie de la carte vitale ou de l'assurance maladie, avec la mutuelle, bien sûr. On aura, si possible, le médecin qui aura rédigé deux prescriptions, et puis le double qui sera dans cette mallette, pour permettre une double dispensation, qu'on soit chez un parent ou chez l'autre. Ça nécessite bien sûr de rentrer en lien avec l'autre officine. Donc là, il y a un travail de lien entre professionnels de santé. Et puis on pourra glisser dans cette mallette l'outil de conduite active personnalisé que vous avez pu découvrir lors du module 4 de Montpellier. Enfin, ce qui est vraiment important, c'est vrai qu'on parle d'éducation thérapeutique du patient. Plusieurs programmes sont actuellement disponibles et on va former l'enfant. On va former ses parents, mais j'insiste sur le fait que dans les familles recomposées, il faut bien penser à former les deux parents. C'est important que quand l'enfant est chez un parent ou chez l'autre, il puisse y avoir une continuité des soins, qu'il puisse continuer à appliquer correctement ses émollients, ses dermocorticoïdes.